messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce 20h. Accident mortel sur l'axe Linguère-Matam. 8 personnes perdent la vie dans une collision entre un minibus et un camion. Le drame s'est déroulé sur la route de Ranérou. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Ali Bandelnian. Préparation de la rentrée scolaire, malgré les délais repoussés, à l'école Manguier 1 à Diaraf Ibrapey, rien n'est encore prêt. L'eau ayant envahi la cour et les classes suite aux inondations. Ce 1er octobre, on célèbre la journée internationale des personnes âgées. 3000 patients ont été dépistés ce mardi au centre de gériatrie de Ouakam. Notre invité de ce soir est Mame Biram Faye, président du collectif national des associations de retraités et personnes âgées. Jacob Zuma en visite officielle au Sénégal. L'Afrique du Sud prête à apporter son expertise dans le traitement de l'eau potable chez nous. Macky Sall et son homologue sud-africain ont animé tout à l'heure une conférence de presse. Sport, football, 23 Lions pour affronter la Côte d'Ivoire. Alain Giresse choisit la continuité. Seul Papis Demba Cissé rejoint de nouveau le groupe à la place de Mame Biram Diouf. Bienvenue à tous encore. Un drame sur les routes du Sénégal, sur l'axe Linguère-Matam. 8 personnes ont perdu la vie dans une collision entre un minibus et un camion. L'accident s'est déroulé sur la route de Ranérou. Nous sommes en ligne avec Ali Bandelnian. Ali Bandel, est-ce qu'on peut revenir justement sur les circonstances de cet accident ? Le drame a eu lieu à Fourdou. C'est une localité qui se situe à 20 km de Ranérou en partance sur Linguère. Mais la vérité, c'est que ce minibus venait de Dakar et la collision donc a eu lieu un peu après 6 h du matin, 6h10, 6h15. Et donc 8 passagers parmi les 12 qui étaient à bord ont trouvé la mort. Tout de suite, les 4 blessés ont été évacués par les agents de la gendarmerie nationale, mais également d'un détachement des sapeurs-pompiers venus de Linguère. Le tout donc a été supervisé par le préfet du département de Ranérou, qui a d'ailleurs mis en place un comité de crise. À l'heure où nous parlons, Mame Fatou, l'identification de l'ensemble de 8 corps a été déjà effectuée. Parmi donc ces victimes, il y en a qui viennent de Boki-Diawé, de Ourossogui et de Kanel. Quant aux 4 blessés, aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'ils ne sont plus en danger, bien qu'ils sont quand même dans une situation un peu difficile. Et les proches donc de ces blessés ont loué la qualité de l'accueil au niveau du centre de santé de Linguère, où ils ont été évacués dès l'accident. À rappeler, Mame Fatou, pour terminer, cette route Linguère-Matam, qui est un vieux rêve des populations, n'est pas encore réceptionnée. Mais la qualité de celle-ci fait qu'aujourd'hui, les automobilistes préfèrent passer par là pour joindre Dakar ou pour venir à Matam. Mais Mame Fatou, malheureusement, pratiquement chaque semaine, un accident et le plus souvent mortel. Ali Bandelnian, l'occasion pour nous de présenter nos condoléances à Mamadou Ibra Kane et Alassane Samba Diop qui tous deux ont perdu des proches dans cet accident ainsi qu'à toutes les familles des victimes. L'Afrique du Sud prête à apporter son expertise dans le traitement de l'eau potable au Sénégal, annonce faite donc tout à l'heure par le président sud-africain Jacob Zuma, arrivé ce matin à Dakar pour une visite officielle de 2 jours. En conférence de presse cet après-midi, le président sud-africain et son homologue sénégalais ont également prôné pour une meilleure représentativité de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous aurons l'occasion bien sûr d'écouter à la fois Jacob Zuma et Macky Sall avec notre reporter Ibrahim Kamara. Jacob Zuma, justement, hôte du Sénégal pour 48 heures et à la tête de l'Afrique du Sud depuis 2009, il a succédé à Thabo Mbeki, né en 1942. Cet homme politique appartient à l'ethnie des Zoulous. Jacob Zuma a fait la prison de Robben Island en compagnie du héros de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela. Son portrait nous est conté par Fatima Ba. Il est le 4e président de la République d'Afrique du Sud depuis le 9 mai 2009. Jacob Zuma est né le 12 avril 1942, issu de l'ethnie Zoulou et membre de l'aile gauche du Congrès national africain ANC. Jacob Zuma est vice-président de la République d'avril 1999 à juin 2005 et succède à la tête du Congrès national africain le président Thabo Mbeki lors du congrès du parti en décembre 2007. Ancien cadre de la lutte anti-apartheid emprisonné pendant 10 ans avec Nelson Mandela à Robben Island, Jacob Zuma est très populaire auprès des militants de l'ANC. En 2008, il faisait partie de la liste des 100 personnes les plus influentes au monde.
Des démêlés avec la justice, Jacob Zuma en a eu. En 2005, il a été inculpé pour viol sur une jeune femme séropositive de 31 ans par le tribunal de Johannesburg. Zuma est finalement acquitté de l'accusation de viol le 8 mai 2006. De religion chrétienne, Jacob Zuma est très attaché à la culture et aux croyances traditionnelles des Zoulous. Il considère ainsi l'union des homosexuels comme un déshonneur. Il s'habille parfois en peau de léopard lors des cérémonies traditionnelles. Sa situation matrimoniale est d'autant plus complexe qu'il n'a jamais clairement reconnu le nombre exact de ses épouses et de ses enfants. L'élite blanche qui gouvernait l'Afrique du Sud lui reprochait aussi souvent un discours ambigu sur la violence, notamment une fameuse chanson de guerre des membres de l'ANC en zoulou qui signifiait « Apporte-moi ma mitraillette ». Fatima, merci. L'actualité, c'est aussi cette pénurie d'eau qui a sévi dans Dakar pendant plus de 15 jours. Les populations voient peu à peu le bout du tunnel. L'eau recommence à couler dans certains quartiers de Dakar. De quoi redonner le sourire aux uns et aux autres. Constat fait par Cheikh Tidiane Diouf et Diafaraba au quartier de Fass et Mamel. Les sourires reviennent, le bonheur se lit à travers les visages. Après 2 semaines de calvaire causées par le tuyau de malheur de Keur Momar Sarr, l'eau recommence à couler dans certains quartiers de Dakar. On ouvre de soulagement parce que ça faisait 15 jours qu'on n'a pas pu avoir une seule goutte d'eau, ce qui posait problème pour nos besoins. Depuis hier, à partir de 21h, on a commencé à avoir de l'eau. Et j'espère que la situation va continuer. Content certes, mais pour ces Sénégalais, l'heure est au bilan. Il faut tirer les leçons. De tirer les leçons de ce qui vient de se passer. Comme le dicton le dit souvent, on dit gouverner c'est prévoir. Il ne faut pas laisser des choses arriver pour pouvoir essayer de trouver des solutions. C'est tout à fait trop tard. Les Sénégalais sont fatigués. Et j'espère qu'une telle situation ne pourra se reproduire. Ça, il faut qu'il cesse. Il faut qu'il cesse. Pour le moment, même si elle ne coule pas à flot, l'eau est de nouveau disponible dans certains quartiers. Les populations devront encore patienter pour un retour définitif. Rentrée scolaire 2013-2014, à chaque école, ses difficultés, victimes surtout de l'hivernage et des inondations. À l'école Manguier 1, Diaraf Ibrapey, la cour est envahie par les eaux. Les classes sont dans un état de délabrement inquiétant. Les responsables de l'école en appellent d'ailleurs à l'aide du ministre de l'Éducation. Reportage Nafissatou Sila Diafaraba. D'immenses flaques d'eau, des herbes folles qui poussent ça et là, des bâtiments détériorés. Nous ne sommes pas en banlieue, mais à l'école Manguier 1, Diaraf Ibrapey de Fass. Ici, l'établissement élémentaire est dans un piteux état. Nous sommes là depuis la semaine passée. Je viens, mais je n'arrive même pas à entrer dans le bureau parce que partout il y a de l'eau. C'est seulement hier, avec l'aide des sapeurs-pompiers, qu'on a essayé d'ouvrir, mais toutes les classes étaient inondées. La cour, on n'arrivait pas à passer. Les parents sont venus. Les uns pour s'inscrire, d'autres pour chercher des certificats de scolarité. Mais le bureau, il y a de l'eau partout. Cette année, c'est le comble. Avec la réfection de la route là, tout l'eau qui devait aller dans le canal se déverse dans l'école. La rentrée des classes a été repoussée jusqu'au 10 octobre, mais selon les responsables, l'établissement ne sera pas en mesure d'accueillir les élèves à temps. Même s'ils arrivent à aspirer toute cette eau-là, il va falloir désinfecter. On ne va pas recevoir les enfants dans cet état-là. Il va falloir débroussailler et désinfecter. Donc, je ne pense pas que même le 9, parce que les enfants viennent le 9, que ça puisse vraiment se faire. La rentrée effective avec les enfants, avec des classes fonctionnelles, ne pourra se faire peut-être que dans la deuxième quinzaine. Nous, les enseignants, nous sommes tenus d'être ici. Nous serons là. Mais c'est le cas des élèves qui posent problème. En plus des inondations, l'école Manguier 1 souffre d'autres maux. Vous avez vu l'état de nos classes, qui sont des classes qui datent d'avant l'indépendance pour la plupart, qui sont aujourd'hui des classes vétustes dans lesquelles nous recevons les enfants. Moi, pratiquement, je tremble chaque jour pour que ce
plafond ne cède pas et qu'il y ait, astaghfirullah, une catastrophe. Parce que c'est déjà arrivé avec l'autre classe. Vraiment, c'est stressant de travailler dans ce cadre-là. Un appel est lancé aux autorités de l'éducation. Si je voyais le ministre, je lui dirais, monsieur le ministre, d'abord, ces classes-là doivent être réhabilitées. Ce n'est pas le tripatouillage, excusez-moi du mot, mettre une couche de peinture et partir en disant qu'on a réhabilité. Non, ces classes doivent être réhabilitées en profondeur, les toitures refaites, qu'on fasse une étude pour voir encore si elles peuvent tenir. L'école Manguier, comme d'autres établissements scolaires du pays, risque de connaître une rentrée mouvementée. Procès Hissène Habré, les États-Unis d'Amérique déboursent $1 million, soit 500 millions de francs CFA, au titre de leur participation au financement du procès de l'ancien président tchadien. Annonce faite ce mardi à Dakar par Stephen Rapp, ambassadeur américain itinérant en charge des crimes de guerre, accompagné de l'ambassadeur des États-Unis à Dakar, Lewis Lukens. L'émissaire américain a d'ailleurs rencontré le ministre sénégalais de la Justice, Maître Sidiki Kaba, pour évoquer avec lui la tenue et l'organisation du procès de Hissène Habré. Nous parlons santé à présent, effectivité de la couverture maladie universelle pour les enfants entre 0 mois et 5 ans. Le ministre de la Santé a effectué une tournée ce matin dans plusieurs hôpitaux, dont Albert Royer et le centre Gaspard Camara, ce 1er octobre, marquant l'entrée en vigueur de la CMU pour cette catégorie de population. Alors, sentez toujours les malades mentaux abandonnés à eux-mêmes dans les rues des villes et des villages, une image qui nous est familière et qui interpelle le ministre de la Santé. Eva-Marie Kolsek compte d'ailleurs revoir la loi qui les concerne et suggère même une gratuité des soins. Nous l'écoutons au micro de Fatima Ba. Nous avons d'abord, au cours de cette réunion, fait le point de ce qui était réellement le problème de la santé mentale au Sénégal, qui est un problème extrêmement important à divers niveaux, mais qui aboutit, quand les choses ne sont pas bien prises en charge, à l'errance des malades mentaux. Et cette errance des malades mentaux se trouve aujourd'hui dans toutes les régions du Sénégal, mais particulièrement au niveau de la région de Dakar. Bien sûr, plus les centres sont importants, plus il y a des difficultés. La loi ne prend que certains aspects, ne prend pas l'aspect de la réhabilitation ou de la réinsertion, mais l'aspect de l'internement seulement. Donc il y a des choses aussi à revoir pour que cette loi soit plus large, prenne en charge. J'ai oublié d'ailleurs de dire qu'il y avait un représentant de l'Assemblée nationale pour montrer que la loi était quelque chose d'important dans nos discussions et que nous allons la mettre à plat et voir quels sont les secteurs qui devront être pris en charge par cette loi-là. Il y a d'autres choses, l'accès aux médicaments, les médicaments qui sont chers, des malades mentaux qui doivent être pris comme des malades qui ont une maladie chronique. Et donc, peut-être on est allé jusqu'à poser le problème de la gratuité des soins. Je vous le disais en titre, Jacob Zuma en visite de 2 jours ici au Sénégal, tout à l'heure avec son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Ils ont animé une conférence de presse, Jacob Zuma, qui déclare que l'Afrique du Sud est prête à apporter son expertise dans le traitement de l'eau potable au Sénégal, des propos recueillis par Ibrahim Kamara. Nos 2 pays vont nouer des partenariats dans plusieurs domaines tels que le domaine de l'eau. Une fois en Afrique du Sud, des instructions seront données au ministre de l'Hydraulique pour que l'Afrique du Sud apporte son expertise au Sénégal dans ce domaine. D'autres domaines feront aussi l'objet de partenariats entre les 2 pays, mais il nous faudra du temps pour réaliser tout cela. Notre pays a vécu une situation tout à fait inédite que nous n'avons jamais connue auparavant, puisque notre système d'alimentation en eau de la capitale dépend, comme vous le savez, pour 40% de l'eau transférée depuis le fleuve Sénégal. J'ai parlé hier avec le président Hollande qui me dit une fois que la pièce est usinée, il est prêt à mettre des moyens aériens de l'armée française pour que dans les meilleurs délais, peut-être dans un horizon de 10 à 12 jours, la nouvelle pièce puisse revenir et que nous puissions déterrer celle qui a été mise transitoirement pour véritablement remettre une pièce neuve. Cela a créé beaucoup de désagréments pour les usagers et les populations.
Nous l'avons compris et nous avons apporté toute notre solidarité avec ces populations. Maintenant, nous sommes sur des solutions structurelles durables qui feront que de tels incidents ne puissent plus se reproduire. Cela prendra un peu de temps, mais nous y sommes. Et c'est dans cette recherche de solutions alternatives que l'Afrique du Sud, bénéficiant d'une expérience similaire de transfert d'eau, parce que prenant une bonne partie de son eau également d'un pays voisin, que l'Afrique du Sud, par sa technologie, pourrait aussi contribuer à apporter des solutions dans ce cadre. Justement, le grand format s'intéresse ce soir à la gestion de la crise liée à cette pénurie d'eau. La communication du gouvernement sénégalais est passée à la loupe par les spécialistes au moment où certains apprécient le rôle joué par les autorités, dont le président Macky Sall, qui, vécu d'une tenue militaire, s'est rendu à l'usine Keur Momar Sarr. D'autres experts trouvent cette mise en scène inutile. Chérif Dia Aludjagne. Je continue de susciter plusieurs commentaires. Le président Macky Sall, vêtu d'un treillis à l'occasion de sa visite à l'usine de Keur Momar Sarr, à l'origine de la pénurie d'eau qui secoue la capitale. Un effet de communication diversement apprécié par ces deux spécialistes. La tenue, elle est communicationnelle. N'oubliez pas que le chef de l'État est le chef de l'armée. Et quand les populations sénégalaises sont en désarroi, il l'a constaté, donc il doit donner des solutions rapides. Et pour donner des solutions rapides en communication, la tenue en fait partie. Ce pays n'a pas besoin, pour qu'on lui dise que l'autorité agit, que cette autorité-là s'habille en militaire. Parce que l'autorité, en réalité, dans notre pays, c'est l'autorité civile. Vraiment, ça, c'est un général à l'armée qui peut prendre ces décisions face à ses troupes. Donc, la tenue y était. C'était de la communication pour assumer la reconnaissance. Il ne faut pas aussi trop légèrement convoquer certains symboles dans un pays où justement les militaires ont été tenus à l'écart de l'exercice de l'autorité publique. Les autorités ont apparemment été prises de court par l'ampleur de la pénurie d'eau. Pourtant, différents délais ont été avancés pour le retour à la normale. La communication la meilleure, la plus transcendante qu'ils auraient pu avoir, c'est que les gens se réveillent, ouvrent le robinet et trouvent de l'eau. Et qu'ils disent que maintenant ça arrive à tel moment, c'est moins d'ailleurs la communication que l'appréciation technique. Communiquer vrai, communiquer clair et surtout dire la vérité. C'est le principe de base de la communication de crise. Donc ne pas donner de date, mais donner une raison précise et claire et des solutions alternatives et une solution pérenne. La maîtrise de la communication de crise, un élément fondamental dans ce genre de situation, de l'avis de ces experts. Ce qu'il faudrait faire en premier lieu, et je crois que le président de la République l'a fait, c'est d'accepter qu'il y a crise. Il pouvait faire ce qu'on appelle un déplacement latéral de la crise. Dire qu'il n'y en a pas crise, c'est un problème politique, c'est les autres qui étaient là qui ne l'ont pas fait, etc., etc. Non, il a assumé. Cette précipitation dans la conception d'une riposte qui a fait qu'il y a eu quelques flottements, de mon point de vue, quelques erreurs d'appréciation, quelques erreurs dans le discours, etc. La première réaction déjà de l'étranger ne me paraissait pas utile. En tout cas, peut-être qu'il fallait tout de suite faire quelque chose, mais réagir à partir du dehors à un problème qui se pose de l'intérieur, il aurait suffi, je crois, à l'époque, d'annoncer que le président écourt son voyage et qu'il revient. Je crois que c'est un message assez fort. La pénurie d'eau a mis à nu la vulnérabilité du Sénégal, même si le liquide précieux revient progressivement à la normale. Seulement, beaucoup de leçons sont à tirer de cette panne. Nous quittons Keur Momar Sarr, direction Kati, près de Bamako. Le calme semble être revenu ce mardi dans le camp militaire de l'ex-junte. Hier, des soldats mécontents ont tiré en l'air et puis retenu en otage un officier supérieur avant de le libérer. Des événements qui ont poussé le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, à écourter la visite officielle qu'il effectue en France. Élections législatives en Guinée-Conakry, opposition et pouvoir s'accusent mutuellement de fraude en attendant la publication officielle des résultats. Justement, pour nous en parler, Babacar Fall, envoyé spécial du groupe Futurs Médias. Babacar, bonsoir. Bonsoir, Mme Pato. Peut-on parler justement de tensions latentes à Conakry? Oui,
des interrogations depuis que l'opposition a menacé de rejeter ces résultats, des résultats provisoires officiels qui sont attendus demain. Alors, est-ce que la CENI, la Commission électorale nationale autonome, va les publier demain? Peut-être pas, si la CENI n'a pas reçu tous les procès-verbaux de tous les bureaux de vote. À Conakry, donc, la population est gagnée par l'anxiété. Ces élections législatives qui devaient permettre d'ouvrir une nouvelle page pour la démocratie, eh bien, ça risque de se transformer en cauchemar, tellement les uns et les autres se radicalisent. Vous l'avez dit, le pouvoir aussi, le parti au pouvoir, les RPG arc-en-ciel du président Condé se mettent aussi à accuser l'opposition d'avoir fraudé lors du scrutin de samedi dernier. Et donc, c'est dans cette ambiance d'incertitude que la Guinée-Conakry va célébrer demain le 55e anniversaire de son accession à l'indépendance. Babacar Fall. On parle du match Sénégal-Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire-Sénégal pour commencer, puisque la manche allée de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2014 donc, se tiendra d'abord à Abidjan. Alors, Alain Giresse qui a publié ce matin une liste de 23 joueurs, aucune surprise, sinon le retour de Papis Demba Cissé à la place de Mame Biram Diouf. Alors parlons du match, le sélectionneur dit bien sûr respecter les éléphants, mais espère faire un bon résultat à Abidjan lors de la manche allée. Compte rendu Cher Sadibou Diarra, Cher Tidiane Dione, Papra Lingay. Giresse conserve son groupe sur la liste des 23 lions du dernier match contre l'Ouganda. Seul Papis Demba Cissé remplace Mame Biram Diouf blessé. Un délai très court pour faire des changements, mais en espoir de faire un bon résultat à Abidjan. On base sur un groupe qui maintenant commence à prendre des habitudes, même si ça reste toujours ouvert et non fermé à qui que ce soit. Les modifications, je les voyais peu à effectuer entre le dernier match et ce match à jouer. Donc voilà pourquoi on est reparti quasiment sur la même base. Qu'il faut considérer jouer le premier match sans calculer, en se disant, en préservant, en essayant de se dire que le match retour est là, ça serait une erreur. Il faut simplement jouer le premier match dans le cadre de ce match avec l'obsession du résultat le meilleur possible à obtenir. La préparation de la rencontre démarre le 7 octobre à Paris. C'est pour plus de quiétude par rapport à Dakar. Phase de préparation qui débutera ce lundi 7 octobre à Paris, puis un transfert sur Abidjan le jeudi. Retrouver du calme et de la sérénité, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. On ne prépare pas. Quand vous êtes en train de préparer sur le plan tactique des choses, etc., il faut que on a besoin de réfléchir. Il faut des conditions qui permettent de préparer l'équipe dans la sérénité. Il y a un an, la Côte d'Ivoire avait éliminé le Sénégal de la CAN 2013. Cependant, le staff technique réfute toute revanche. La notion de revanche, je ne la vois pas tellement utilisable parce que ça ne changera rien malheureusement à l'élimination qui a existé pour le Sénégal face à la Côte d'Ivoire. Bien sûr qu'il faut de l'agressivité, de la détermination. Et à travers tout ça, cette agressivité, cette lucidité, donc qui réclame un engagement total, avoir de la maîtrise et de la lucidité. C'est tout ce qui fait les matchs de haut niveau. Côte d'Ivoire-Sénégal, manche allée comptant pour la 3e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 en Afrique est prévue le 12 octobre prochain à Abidjan à partir de 17h. On parle toujours de football, mais cette fois-ci en Europe avec la Ligue des Champions. Deuxième journée à l'affiche en ce moment. Arsenal-Naples, les Gunners mènent sur le score de 2-0. Chelsea qui se déplace à Bucarest et qui a déjà inscrit 3 buts. Le FC Barcelone rend visite au Celtic Glasgow et mène pour le moment sur le score d'1-0. L'Ajax d'Amsterdam et le Milan AC se rencontrent bien sûr à Amsterdam. 0-0 pour le moment. Et puis le Borussia Dortmund accueille l'équipe
l'équipe de l'Olympique de Marseille et mène jusqu'ici sur le score de 2-0. Les résultats au complet, ce sera bien sûr demain dans nos pages sport. On revient sur l'accueil réservé aux Lions du basket, rentré hier de Maputo après avoir glané la médaille de bronze du championnat d'Afrique de basket à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Elles ont été accueillies notamment par le ministre des Sports, Mbagnick Ndiaye, qui a réitéré les encouragements du gouvernement sénégalais. Abdouaziz Kane, Yaya Diallo, Pape Fall. L'accueil est à la mesure de la performance, sobre mais joyeux. Après une troisième place décrochée à l'Afrobasket 2013, les Lions sont rentrés dans une ambiance bon enfant et les réactions sont unanimes. Derrière la déception causée par le résultat final, on préfère mettre en avant la combativité dont ont fait montre les Lions. Maintenant, actuellement, il faut travailler, il faut tirer les leçons et bien se préparer pour la prochaine fois. Plus ou moins, c'est une déception parce que l'objectif, c'était de remporter le titre et de gagner la coupe. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme voulu. Donc nous remercions le bon Dieu et voilà, l'avenir, le meilleur reste à venir. Le ministre des Sports, présent à l'accueil, a magnifié la performance des partenaires d'Aya Traoré. Je crois qu'il faudrait que nous nous réorganisions, que nous essayions de repartir sur de nouvelles bases pour arriver vraiment à ce résultat que les Sénégalais attendent depuis longtemps. C'est vrai, je connais bien la route Dakar-Maputo. Elle est très longue. Je l'ai fait plusieurs fois en tant que responsable africain d'une discipline. Et c'est pourquoi quand nous avons parlé au chef de l'État, il a décidé de mettre l'équipe dans de très bonnes conditions en faisant en sorte que son avion personnel puisse aller les déposer, mais puisse aller aussi les récupérer après ce championnat difficile. Nous avons vu tous les conditions qui ont été les vôtres sur le terrain, mais en fait, il faut faire avec. En Afrique, il faut faire avec. Et côté supporters, on est plutôt fiers, tout en conseillant aux autorités de faire en sorte qu'ils puissent se déplacer massivement lors des prochaines compétitions. Nous sommes venus pour apporter notre soutien aux Lions du basket. Elles se sont bien battues et méritaient sans doute mieux. On doit donc se contenter de cette troisième place. On aurait préféré que les fédérations soient plus regardants sur les problèmes d'arbitrage, car cela a beaucoup handicapé l'équipe du Sénégal en demi-finale, notamment sur la dernière action où il y a faute sur Astou Traoré et d'autres choses encore. Mais puisqu'elles sont venues avec cette troisième place, on rend grâce à Dieu. Première place, mais quand même, comme nous avons quelque chose dans les mains, santé. Les Lions, qui ont enregistré la retraite de Jean Senghor, devront compter sur la relève pour la reconquête du titre. Le focus du soir, ce 1er octobre, on célèbre la journée internationale des personnes âgées. À l'occasion, ont été organisées des consultations gratuites au centre de gériatrie de Ouakam. Diabète, hypertension artérielle, cataracte sont parmi les pathologies les plus dépistées sur un échantillon de 3000 patients. Les personnes âgées saluent cette initiative du centre en partenariat avec la Fondation Sonatel, Adiatala à Tanarba. Les personnes de 60 ans et plus sont à l'honneur ce 1er octobre. Le troisième âge, une couche vulnérable, la plupart des individus de cette catégorie souffrent de diabète, d'hypertension et de problèmes visuels, entre autres maladies. Nous allons faire aujourd'hui le dépistage du diabète chez plus de 300 patients et en profiter aussi pour faire le dépistage de l'hypertension artérielle ou chez les patients qui se connaissent diabétiques ou hypertendus, leur proposer une prise en charge. Et en troisième lieu, nous faisons aussi le dépistage de la cataracte. Les patients sujets à de nombreuses affections se réjouissent de cette journée qui leur est dédiée, même s'ils souhaitent mieux. En général, il y a la consultation, mais en plus de la consultation, il y a la prescription, il y a l'ordonnance, la prise en charge de l'ordonnance surtout qui pose problème. Puisqu'on peut te consulter, s'il n'y a pas de médicaments, ça ne sert à rien. Le troisième âge, il faut au moins 3 ou 4 jours de consultation. Et moi, je dis tous les 3 mois. Une personne retraitée au Sénégal, c'est en principe quelque chose qu'on met au dépotoir. Hein. Ils ont d'énormes problèmes. Le problème majeur, c'est de l'argent.
et les retraités n'ont pas d'argent. Ces personnes du troisième âge qui gèrent près de 39% des ménages tenaillés par le quotidien, la hantise de la vieillesse et le stress de l'oisiveté demandent plus de considération. La vieillesse, ce n'est pas aller au frigo. Tu peux être vieille et avoir l'esprit de réfléchir. Tous les problèmes d'AVC que vous voyez, c'est les jeunes qui, à 60 ans, qui sont allés à la retraite au lit. Si tu as par exemple en moyenne, par exemple, ton salaire que tu avais par exemple en étant en activité, on le divise presque à part 4 pour te donner par exemple le 4e. Donc en principe, tu n'arrives pas à survivre toi-même pour pouvoir survivre, faire d'autres choses. La solution, c'est de les trouver quelque chose. Trouver quelque chose dans les mairies de communes, dans les communes de mairie là, trouver quelque chose pour les vieilles qui le matin à 9h qui vont travailler quelque chose, à midi ou 1h ils reviennent à la maison. Le collectif des personnes âgées et retraitées déplore en outre le non-respect des engagements pris par l'État à Vienne, Copenhague et Madrid après la résolution du 14 décembre 1990 des Nations Unies. Hadi Attala, merci. Pour en parler justement, Mame Biram Faye est le président du collectif national des associations de retraités et des personnes âgées. Monsieur Faye, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, comment se porte le troisième âge au Sénégal? Comme un charme. Le troisième âge se porte comme un charme des Fatou et a beaucoup de choses à apporter à la nation. Tout à fait. Et aujourd'hui, avec la résolution 45-106 des Nations Unies du 14 décembre 1990, la journée internationale des personnes âgées est fêtée chaque année, le 1er octobre. Et c'est l'occasion pour les personnes âgées de faire un bilan d'étape. Mais ce n'est pas un arrêt, c'est un tout petit peu pour voir comment on peut se propulser au-delà de cela. Très bien. Alors justement, il y a beaucoup de questions auxquelles, donc bien sûr, qui se posent à l'occasion de cette journée. On sait que bon, plus on vieillit, entre guillemets, plus on est maladif, peut-être plus de fragilité au niveau de la santé. Alors justement, dites-nous comment vous appréciez la prise en charge médicale des personnes âgées ici au Sénégal? Oui, lorsqu'on vieillit, évidemment, les choses ne sont plus comme avant. Mais il faut s'efforcer de tenir la route et donc de garder sa santé. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été faits, mais qui n'ont pas été respectés en matière de santé pour les personnes âgées. Je donne l'exemple du plan Sésame. Tout à fait. La catastrophe française. On parle de dettes de 4 à 6 milliards. Aujourd'hui, par exemple, concrètement, vous arrivez à vous faire soigner gratuitement dans les hôpitaux ou vous avez quand même quelques contraintes ou voilà, des refus? Il y a des catégories de personnes âgées. Il y a à peu près 25% des personnes âgées, 25 à 30% des personnes âgées qui bénéficient d'une pension. Et tout le reste, eh bien, ne bénéficiant pas de pension, et c'est cette catégorie de personnes âgées, cette catégorie qui a beaucoup plus besoin de ce plan Sésame en question. Donc, d'être prise en charge médicale et même gratuitement, parce qu'elles en ont le droit. C'est une revendication que vous devez porter. Pardon? C'est une revendication, j'imagine que oui, on porte d'autres revendications parce qu'il ne s'agit pas seulement que de la santé. On parle toujours, quand on parle des personnes âgées, on pense à la santé. Mais il faut aussi aller au-delà de ça. Il y a les activités socio-économiques, il y a les activités sanitaires, bien sûr, mais il y a une prise en charge qu'il faudra apporter parce que le Sénégal a pris ses engagements au niveau international. C'est ça qu'il faut. Très bien. Sur le plan social, vous nous apprenez que 39% des personnes retraitées sont quand même obligées de prendre en charge leur famille. Et comment est-ce possible? Est-ce que votre pension vous permet de prendre en charge toute une famille? Pas du tout. Et c'est la croix et la bannière. C'est difficile. C'est même douloureux. Et c'est le calvaire. Je ne veux pas dire qu'elles sont ces personnes âgées au bord de l'abîme. Parce que la pension seule ne suffit pas. On a la maison. La maison, déjà, c'est une charge. Les familles, les femmes, les enfants, les petits-enfants. Et c'est ce qu'endurent les personnes âgées. 39% des ménages sont sous la responsabilité de ces personnes âgées en question. Et encore que dans ces familles,
il y a un fort taux de chômage chez les jeunes. Et ça augmente la gravité de la situation intenable. Très bien. Alors, sur le plan mondial, quand on regarde les statistiques, on nous dit souvent que la durée de vie s'allonge avec les nouvelles technologies, la prise en charge médicale. Sur le plan mondial, on vit beaucoup plus longtemps. Est-ce que c'est le cas des personnes âgées au Sénégal? Est-ce que réellement les conditions de retraite, d'épanouissement d'une personne du troisième âge sont réunies dans ce pays? Oui, c'est le cas des personnes âgées quand même au Sénégal. Il faut remarquer que ces personnes âgées, même dans les coins les plus reculés du Sénégal, vous retrouverez des hommes de 80 ans qui travaillent dans les champs, aller dans le Sine, par exemple. Et donc, cette augmentation est effective. Et les prévisions statistiques portent à 2050, 2025, 2050, la population mondiale des personnes âgées va presque doubler. Tout à fait. Et donc, vous me donnez quel âge pour Oula, 70 ans? Génial. C'est effectivement 70 ans. D'accord. Et il y a beaucoup de personnes âgées à cet âge qui tiennent encore la route. Et on n'est pas mort. Très bien. Alors, est-ce qu'au niveau de l'État, vous avez un interlocuteur par rapport à des programmes bien précis aujourd'hui? Par exemple, est-ce que vous avez des programmes, des projets sur lesquels vous avez besoin de l'appui de l'État? Et est-ce que vous avez des interlocuteurs? Exactement. Des interlocuteurs. Le premier interlocuteur et le principal, c'est le président Macky Sall, qui sait parfaitement bien que mon association, en tout cas, et toutes les autres associations, nous avons non seulement des programmes, des projets et des programmes, mais nous avons aussi un plan stratégique qui nous permet d'aller pas à pas à partir de ce qu'on a. Et que ces projets et programmes doivent être effectivement financés. Le président de la République le sait, le Premier ministre le sait. Quel genre de programme, pour être tout à fait précis? Précisément, c'est dans tous les secteurs. Si je prends le secteur de l'éducation, nous avons créé depuis 2005 une université. Mais cette université, n'est pas l'université du troisième âge. C'est l'université de tous les temps. Quand vous dites université du troisième âge, il faut aller au-delà. Parce qu'il y a le quatrième âge et ça fait partie des personnes âgées. Mais nous, c'est l'université de tous les temps. C'est tout un programme intergénérationnel que l'on voudrait développer. Pas à Dakar, dans les amphithéâtres, mais sur l'ensemble du territoire, sous l'arbre à palabre, et dans les espaces ouverts, et ça nous permettrait d'être en contact direct avec les populations. Alors, dernière question, justement, ça me fait penser à l'apport des seniors par rapport aux entreprises, souvent un problème délicat, à un certain âge. Je veux dire, il y a certaines personnes qui ont beaucoup de mal à trouver du travail. L'expertise du troisième âge, est-ce qu'elle est utilisée, est-ce qu'elle est valorisée dans nos sociétés, dans nos entreprises? Voilà, mais cette expertise est là. Et le thème de cette année, justement, touche cela, la valorisation de l'opinion des personnes âgées, de ce que les personnes âgées ont dans le cœur. Aujourd'hui, dans le cadre de la formation, par exemple, on en a discuté avec un ministre, je ne veux pas citer son nom, nous avons un programme pour appuyer même des agents de l'État qui voudraient être formés dans ce sens-là. Parce que nous avons toute l'expertise nécessaire dans tous les domaines que vous pouvez citer. Très bien. Bonne fête à vous, merci. Monsieur Faye. Je rappelle que vous êtes le président du collectif national des associations de retraités et des personnes âgées. Bonne fête à tous nos grands-pères et nos grands-mères. Et que Dieu vous garde. Merci. Et longue vie à vous aussi. Merci beaucoup. Excellente soirée à tous. Bonne suite des programmes sur la TFM. Au revoir, bonsoir.